Nous sommes 3 architectes, Gaëlle, Sana et Tatiana, et nous avons créé ce podcast pour réinterroger l'acte de construire. Nos invités seront des concepteurs, élus, promoteurs, artisans et usagers. Ils parleront des outils qu'ils mettent en place pour faire émerger une nouvelle manière d'habiter le monde. Bienvenue aux Bâtisseuses. Ce podcast vous est proposé par l'association Isora. Isora est une association d'action collective autour de l'architecture. Chers voyageurs, il est 19h12 et dans quelques minutes, notre TGV Noué arrivera en gare de Toulouse-Matabiau, son terminus. Notre invitée aujourd'hui est adjointe en charge de l'urbanisme à la mairie de Toulouse et vice-présidente de Toulouse Métropole. En 2020, elle est élue à la présidence des sociétés d'aménagement Opidea et Europolia qui développent et renouvellent les projets urbains de la métropole. Il y a plusieurs entrées ici. Vous prenez les ascenseurs, 2e étage, porte 201. Ça marche, merci. 9e étage. Je crois que c'était droite qu'il a dit. 201. Oh là là, c'est sérieux votre truc. On met un café. Notre bâtisseuse fait face à de multiples défis urbains, sociaux et architecturaux. Comment concevoir et fabriquer une ville qui réduit son empreinte, une ville attentive à tous les publics ainsi qu'aux nouveaux usages, produite dans le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. L'exercice n'est pas facile, mais nous allons essayer aujourd'hui d'aborder ces sujets et de re-questionner avec elle l'acte de construire. Bonjour Annette Legnaud. Bonjour. La première question qu'on pose à tous nos invités, est-ce que vous pouvez nous décrire votre métier ? Alors, c'est pas un métier d'abord, c'est une fonction. C'est une fonction qui est complexe parce qu'elle a pour objectif de faire en sorte que les gens soient heureux là où ils sont, là où ils vivent. Lorsque j'ai pris cette fonction en 2014, je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ce que je n'imaginais. Voilà. Beaucoup d'architectes utilisaient le règlement pour son architecture. Il y a un projet, vous regardez la règle, vous appliquez la règle, le projet est réglé et on n'a rien à dire. Mais c'est fini ça. On a vu à un moment donné des toits en pente. Pourquoi ? Parce qu'on mesurait la hauteur d'un bâtiment à la gouttière. Donc j'ai vu fleurir, moi, en 2014, des toits en pente partout. Uniquement parce que ça permettait de faire un étage supplémentaire. Oui, il y a du règlement, bien évidemment, qu'il faut respecter. Mais surtout, il faut construire ensemble le projet. Donc adapter le projet à un contexte. Et ça, c'est pour le bien-être des gens. Vous parlez de construire ensemble, de cette multiplication d'acteurs. Est-ce que justement, vous pouvez nous expliquer le processus et donc l'ensemble des acteurs qui rentrent en jeu dans un projet d'aménagement ? Alors, il y a de multiples acteurs maintenant, beaucoup plus qu'auparavant. Mais à minima, il y a un maître d'ouvrage, son architecte, les services de la collectivité, l'élu. Nous, ce que nous faisons, depuis 2014, nous avons mis en place une instance qui est en amont des permis de construire. On est passé d'un urbanisme réglementaire à un urbanisme de projet. Et ça change tout. Il y a un projet, vous arrivez avec votre maître d'ouvrage, il y a une promesse de vente sur un foncier, et l'architecte dessine une volumétrie. Alors en général, la volumétrie dessinée par l'architecte, c'est la volumétrie du règlement d'urbanisme. C'est un cube, et voilà, c'est ça. Bon, évidemment, ça ne nous va pas. Et on donne les règles en disant, là, voilà, sur ce foncier, à cet endroit-là, parce qu'il y a des transports en commun ou parce qu'autour il y a des maisons qu'il faut préserver, vous allez construire de telle et telle façon. Et on oriente et on donne des orientations et on demande au promoteur de repartir avec son architecte pour améliorer le projet, identifier un projet et s'instaure un dialogue avec les services de la collectivité, parfois l'élu. Une fois que le projet convient à tout le monde, le permis de construire peut être déposé. Lorsque j'ai pris mes fonctions, moi, mes premiers permis de construire que j'ai pu signer m'ont terrorisé. Mais ils étaient tellement, je trouvais, de médiocre qualité, parce que c'était d'une banalité ou trop bavard. Quelquefois, le bavardage en architecture, ça cache des choses qui sont en général pas trop qualitatives. Et ces projets, quand je les ai signés, j'étais pétrifiée à l'idée de signer des permis de construire de cette nature, parce que je pensais réellement que les gens qui allaient habiter là-dedans ne seraient pas heureux. Donc, il n'y avait pas de projet urbain qui justifie qu'à tel endroit on densifie, qu'à tel endroit on ne densifie pas, qu'à tel endroit on dit oui, d'autres on dit non, enfin bref. Donc, il n'y avait pas de cadre, si ce n'est le document d'urbanisme, mais qui était une règle. Donc, ça raconte rien, une règle. Du coup, ça m'a incité, moi, à me poser la question, quelle est notre vision à nous, collectivité, quelle est la vision du maire, de la ville,
en 2040. Donc nous avons divisé notre territoire en 6 secteurs et nous avons confié des études d'urbanisme à 5 équipes d'urbanistes. Alors architectes, paysagistes, sociologues, urbanistes. Il y en avait une ou deux toulousaines, les autres n'étaient pas de Toulouse. Donc une vision à la fois locale mais extérieure aussi au territoire. Et ça a été une entreprise, ça a été quelque chose de formidable. Les services ont tous travaillé ensemble aussi. Le service de l'urbanisme, mais le service des espaces verts, le service de la voirie, le service, tout le monde a été obligé, comme les urbanistes, de travailler ensemble. Et ça a produit notre projet urbain. Dans ce projet urbain toulousain, nous avons identifié quels étaient les grands axes qui faisaient la qualité et le devenir de la ville. Alors, il y avait la nature en ville. On a le grand fleuve de Garonne, mais on a aussi l'Hers, on a aussi le Touche, on a aussi le canal du Midi, le parc de la Margelle. Et on s'est dit, ces axes-là, qui sont pour l'instant des axes pas très qualitatifs, mais ce sont des poumons verts quand même. Donc on a identifié ces 5 axes comme des parcs et on a travaillé ensuite sur les liens entre ces grands parcs de manière à créer des continuités vertes entre les grands parcs. Et puis on a terminé par quelque chose que je trouve absolument intéressant, c'est la typologie des territoires. Et on a identifié sur Toulouse des territoires qui étaient à préserver parce qu'ils avaient une identité propre, parce que c'était des quartiers qui vivaient bien. Alors c'est pas forcément patrimonial. Il y a des petites maisons ouvrières parce qu'il y avait une activité industrielle pas loin qui sont remarquables parce qu'on y vit bien, parce que c'est homogène. Donc, par exemple, ces maisons, il faut les protéger, il faut pas y toucher. Donc, alors, les territoires à préserver, des territoires à accompagner. Donc, il y a des quartiers qui ont déjà commencé à muter. C'est ni du pavillonnaire, ni du collectif, c'est un entre-deux. Bon, il faut essayer d'accompagner l'évolution de ces quartiers en respectant surtout ce qu'il y a autour. Et puis, on a des territoires de renouvellement urbain. Et ça prend tout son sens, encore plus son sens maintenant, puisqu'on sait qu'il faut reconstruire la ville sur elle-même. Donc, il y a des territoires qui sont peu qualifiés. C'est un petit peu des quartiers qui sont vraiment peu qualitatifs. Là, il faut démolir pour reconstruire. Donc, le renouvellement urbain, on détruit, et il y a des quartiers où il faut assumer que ces quartiers, parce qu'il y a des transports en commun, il n'y a aucune raison, à un moment donné, de ne pas densifier sur ces espaces-là. Et c'est à partir de ce travail qu'on a construit notre document d'urbanisme. C'est-à-dire que le document d'urbanisme qui a été construit, il a utilisé tout ce travail d'urbaniste qui a été fait en amont pour adapter les règles. Ce besoin de renouvellement urbain dont vous parlez, il est confronté à de nouvelles prises de conscience, notamment sur l'impact écologique de ce que l'on construit. En tant qu'élu à l'urbanisme, comment participez-vous à cette grande marche ? Alors, à cette grande marche, nous y participons, nous y sommes plongés dedans. Je vais vous dire pourquoi. La loi ZAN, on diminue de moitié la consommation foncière depuis la loi. C'est-à-dire de 2021 à 2031, on divise par 2 la consommation foncière. Et la consommation foncière, c'est la consommation d'ENAF. Les ENAF, c'est des espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour la première période, les 10 ans, c'est ça. C'est uniquement diviser par 2 la consommation des ENAF. Mais à partir de 2031, jusqu'en 2041, on continue à diminuer encore les ENAF. Mais surtout, on comptabilise ce qui est imperméabilisé et non imperméabilisé. Et c'est là qu'intervient la compensation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on imperméabilise, il faut désimperméabiliser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça doit tendre vers 0. Et c'est ça qu'il faut faire après, jusqu'en 2050. Donc il faut déjà savoir ce que sont les ENAF. Donc déjà, il n'y a pas de définition de l'ENAF. Donc nous, ici, on s'est basé sur un outil qui est un outil officiel de l'IGN, qui est utilisé pour identifier les zones imperméabilisées ou non imperméabilisées. Alors moi, il me semble que ce qui est imperméabilisé, c'est pas des ENAF, et ce qui n'est pas imperméabilisé, ce sont des ENAF. Non, ça serait trop facile. C'est plus subtil que ça, parce que le jardin, vous avez 1 hectare avec une maison, est-ce que les 8000 mètres carrés supplémentaires, on suppose que la maison peut être construite sur 2000, les 8000 restants, est-ce que c'est des ENAF, ça ? C'est pas imperméabilisé, mais est-ce que c'est pour autant des ENAF ? On ne sait pas. Donc la loi ne le dit pas. Et c'est pour ça que c'est de l'insécurité juridique. Parce que quand je disais, si moi je compte que ce n'est pas des ENAF et qu'en fait, dans 2 ans, 3 ans, on m'explique qu'un tribunal dise « Ah mais finalement, ça c'est 8000 m², c'est grand, c'est un ENAF ». L'insécurité juridique des documents d'urbanisme, nous avions un document d'urbanisme, PLUIH, qui a été attaqué et qui a été annulé parce qu'un avocat zélé
à trouver une petite chose qui ne va pas. Et c'était, pour faire court, ce que je trouve absolument d'une injustice absolue, puis même révoltant, c'est que c'est un intérêt privé, un particulier, qui dans le nouveau PLUIH là, s'est retrouvé avec 2 étages de moins, une valeur foncière de son terrain minorée, puisqu'on ne pouvait pas y construire ce que précédemment il pouvait faire. Et l'avocate a démontré que ce que nous avions estimé était faussé, donc le PLUIH a été annulé. Et les documents d'urbanisme antérieurs, ils couvrent toujours. Un propriétaire qui a une zone à urbaniser constructible, si on lui dit non, vous ne pouvez pas construire parce que c'est des espaces naturels, agricoles et forestiers, il va dire attendez, mais le PLU me donne des droits. Et ceux-là, s'ils sont consommés, ça diminue d'autant notre capacité à construire, à consommer du foncier. Et nous avons, pour les 10 premières années qui suivent la loi, 650 hectares à consommer. Dans cette consommation foncière, on compte les voiries. On compte les cimetières, on compte les équipements publics, on compte tout ce qui peut être construit, tout ce qui peut être imperméabilisé. Ça compte. Quand Airbus veut faire son avion décarboné et qu'il a besoin d'une centaine d'hectares, ça compte aussi. Depuis 2021, le compteur tourne. C'est-à-dire que tout ce qui est consommé aujourd'hui est intégré et doit être déduit de ces 650 hectares. Et la loi, on ne la conteste pas. Au contraire, cette loi, elle va dans le bon sens. Mais l'État nous dit diminuez de moitié votre consommation foncière dans les 10 premières années qui suivent la loi, sauf qu'elle n'a pas donné les outils pour diminuer cette consommation foncière. Et la période dans laquelle on est une période formidable, parce qu'il faut diminuer la consommation d'Enaf. On ne sait pas ce que sont les Enaf, et la loi ne nous prévoit pas de sursis à statuer pour limiter la construction. On n'a pas les outils pour empêcher la construction dans ce qu'on sait être un Enaf. Alors, autre contradiction qu'il faut noter, c'est la loi SRU. Toutes les communes de plus de 3500 habitants doivent avoir 25% de logements sociaux. Mais pour faire du logement social, il faut construire. Sur une métropole qui construit comme Toulouse, c'est terrible. Nous avons la chance, mais ça devient un défi. Nous sommes une métropole dynamique, active, attractive, et qui a un développement économique excessivement fort. On ne peut que s'en réjouir. On crée des emplois, il y a une croissance démographique qui est excessivement importante. On doit accueillir sur la métropole, c'est 7200 logements par an. Donc il faut construire 7200 logements par an. Alors d'abord, il faut vérifier si on peut les construire sur les zones déjà urbanisées. Donc il faut faire cette étude. On a fait un travail commune par commune pour voir comment on allait pouvoir construire ces 7200 logements. Alors sur la ville de Toulouse, c'est le plus simple. Mais sur les autres territoires, c'est compliqué parce que ce sont des communes qui se sont développées par des maisons, du pavillonnaire. Techniquement, on y arrivera peut-être, à condition que tout le monde joue le jeu. Les communes, mais aussi les propriétaires. Les propriétaires fonciers qui ont une maison sur 3000 m² n'ont peut-être pas envie de découper leur parcelle pour avoir un voisin. Le voisin d'en face, on ne le veut pas, en général. Pour beaucoup de Français, la maison dans le jardin, c'est là où ils sont bien. Et l'acceptation de cette évolution de la loi, je ne suis pas sûre que tout le monde l'accepte. Donc la densification et la reconstruction de la ville sur elle-même, est-ce que c'est accepté ? C'est compliqué. Il y a tout un enchevêtrement de contraintes qui rajoutent plus. Et il y a la loi ZAN qui va imposer de reconstruire la ville sur elle-même. Mais en plus de ça, il y a des contraintes environnementales qui deviennent obligatoires. Donc la RE 2020, on va passer à la RE 2025. Et déjà dans les AC, on est en train de regarder 28. Il faut une ville décarbonée. Il faut assurer de la transition énergétique. Donc des contraintes qui vont dans le bon sens aussi, sauf que c'est compliqué. Et tous les métiers changent. Le métier d'aménageur ne sera plus le même. L'aménageur avant, il achetait du foncier, où la collectivité préemptait et lui cédait du foncier. Et sur ces fonciers, il construisait le quartier idéal, avait des commerces, avait des services, avait des équipements. Tout était prévu. Maintenant, c'est fini. Ce type de ZAC en extension, c'est terminé. On fera des opérations en renouvellement urbain. Et ça, c'est plus compliqué parce que c'est plus long, le renouvellement urbain, parce qu'il faut avoir le foncier, donc il faut avoir une politique foncière assez offensive. Le sujet, c'est le foncier. Attention, parce que le foncier risque d'augmenter avec la loi,
puisqu'il devient rare, le foncier. Donc, ce qui est rare devient cher. Donc, il faut faire attention à ça. La critique que l'on fait dans certaines opérations de renouvellement urbain, c'est de dire qu'on va gentrifier. Non, on veut garder la mixité à l'intérieur des villes. Et pour garder cette mixité, il faut beaucoup d'énergie, parce que si le foncier augmente comme ça, les opérateurs, ils vont pas y arriver. Économiquement, il y a des bilans. Même objectivement, on n'arrive pas à mettre toutes ces contraintes qui coûtent toutes cher pour arriver à construire une opération. Donc, il y a plusieurs variables d'ajustement. Hein. C'est le coût des travaux. Le contexte n'est pas favorable non plus pour que le coût des travaux soit bas, puisqu'il a augmenté. Et le prix de vente. Donc, si on augmente le prix de vente, il y aura bien toujours des acquéreurs qui auront de l'argent, mais au détriment de ceux qui n'en ont pas. Il ne faudrait pas que la loi, elle finisse par limiter l'accès des villes plus fortunées, parce que les autres ne pourront plus y aller. Et ça, c'est dramatique. Voilà, alors, c'est une révolution, mais surtout, c'est une complexité inédite. On parle de toutes ces difficultés donc, que vous rencontrez sur le fait de reconstruire la ville sur elle-même. Quels outils vous arrivez à mettre en place, ou de quels outils vous auriez besoin pour arriver à mener ce projet à bien? On lance le chantier de la 3e ligne de métro. Alors, ça a pour objectif de rapprocher les habitants de leur lieu de travail, pour éviter tous les transports en voiture qui peuvent polluer ou qui consomment de l'énergie fossile. Donc, cette 3e ligne de métro est vraiment une espèce de fuseau dans lequel il faudra densifier pour continuer à faire en sorte que les habitants soient plus proches de leur lieu de travail. Les équipes d'urbanistes, architectes, paysagistes, et puis tous les bureaux d'études qui vont avec, nous proposent des plans guides sur des territoires qui recouvrent à peu près chacun 3 stations de métro. Donc c'est assez important. Alors l'objectif, c'est de définir un plan guide d'évolution de ces quartiers. Donc l'outil miracle, moi je l'attends. S'il y en a un, mais je pense qu'il n'y en a pas, il faut le construire. Mais dans beaucoup de territoires, il faudra faire avec des privés, parce que tous ces fonciers ne sont pas publics. Et il faut embarquer les promoteurs avec nous dans cette démarche, de manière à ce que les promoteurs soient proactifs pour nous accompagner. C'est-à-dire que quand on leur dit il faut une parcelle, mais il en faut plusieurs, le promoteur, avec toute son énergie, tout son savoir-faire, mais il faut qu'il aille chercher les parcelles voisines pour pouvoir construire sur des échelles qui sont des échelles intéressantes. C'est une révolution dans la façon de travailler, moi je pense, oui. Une révolution donc dans la façon de travailler qui réinterroge les métiers, qui réinterroge les outils, vous en avez parlé. Vous arrive-t-il de douter ? Moi je doute toujours, donc moi j'ai une profession, je suis ingénieur à la base, et les ingénieurs se posent toujours plein de questions. Donc, ça se remet en cause en permanence. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une réunion importante où j'ai expliqué les difficultés de cette loi au CODEV. Le CODEV, c'est une instance de concertation proche de la métropole. Et donc, je leur ai expliqué les contraintes du ZAN. Et j'ai parlé, mais de ce que je vivais. Et ils étaient tous, alors là, scotchés en disant « mais c'est vrai que tout change ». Cette discussion que l'on a eue a tellement mis en évidence que tous les métiers étaient en train de changer, parce qu'on était dans un contexte inédit et qu'il fallait tous se creuser la tête pour travailler ensemble. Non pas se critiquer, vous le faites mal, vous le faites bien, mais pour travailler ensemble. Si on se pose la question, comment on fait ? On prend un peu de hauteur. J'ai mobilisé tout le monde en disant il faut tout le monde se mettre ensemble pour moi je me pose des questions. Est-ce que si vous vous posez les mêmes, il faut se les poser ensemble, ces questions, parce que on va s'enrichir mutuellement. Et ça me rassurera, moi, parce que je suis pas rassurée. C'est vrai que je suis pas rassurée. On construit pour 50 ans, il faut pas se tromper. Et on construit pour des gens, il faut que les gens y soient heureux. Donc la responsabilité est énorme. Pouvez-vous nous parler de votre premier souvenir d'architecture ? Mon premier souvenir, moi je suis d'Acquoise, et derrière chez moi il y avait un architecte. C'était mon voisin qui avait son parc, un parc magnifique, Guy Chemer il s'appelait, et ce parc qui rentrait dans sa maison, c'était la nature qui pénétrait dans sa maison. Et pour moi c'était une maison américaine dans ma tête, je crois que c'est dans les années 60, c'était parce que j'avais dû voir des revues, et cette maison s'inspirait je pense de ces maisons-là. Donc, c'était que des baies vitrées. Enfin, c'était une conception d'une maison extraordinaire. Même le mobilier, il l'avait dessiné. Donc,
Tout a été conçu, mais il y avait très peu de meubles. Alors, je vous dis ça, alors que moi, ma passion, c'est les vieilles maisons patrimoniales. Je suis envahie chez moi d'antiquités, de brocantes. Mais je vis pas du tout dans une maison comme ça, même si j'adorerais. Mais quand je dis ça, ça fait rigoler tout le monde, parce qu'on me dit, toi, c'est pas possible. La maison épurée, où il n'y a pas grand-chose. Voilà, j'en rêve, mais je crois que je suis pas capable. Mais c'est ça, mon premier souvenir de maison. Merci Annette Léniaud. Ce podcast vous a été proposé par l'association Isora. Isora est une association d'action collective autour de l'architecture.